Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Pape Massata Diack. On ne le présente plus aux Sénégalais. Quand on parle de droit sportif, de droit marketing sport, on pense beaucoup à Pape Massata Diack parce qu'il a fait beaucoup pour le Sénégal et pour l'Afrique pour ses droits. Pape Massata Diack donc est directeur de Padmouzi. Il est consultant en droit sportif, consultant en marketing. Pape Massata Diack, merci de nous recevoir, de discuter avec vous sur ces questions essentielles. À chaque Coupe du Monde, à chaque compétition, il y a des batailles rudes entre les télévisions privées et les télévisions publiques, des fois même entre les télévisions privées elles-mêmes. Le droit du sport s'est posé encore ici au Sénégal. D'abord, pour expliquer à nos téléspectateurs, c'est quoi le droit sport? Eh bien, d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation et à saluer vos téléspectateurs et l'opinion publique sénégalaise. Les droits sportifs, c'est en fait des droits que détiennent les instances sportives internationales. Chaque fédération a des droits commerciaux et des droits audiovisuels qu'ils commercialisent, donc soit à travers une agence ou directement. Donc ça peut concerner le sponsoring, donc des contrats de sponsors qui apparaissent sur des panneaux publicitaires, sur des maillots et ainsi de suite, sur des supports publicitaires. Ça peut être aussi le licensing, c'est l'utilisation de leur logo pour faire des produits dérivés, donc qu'on peut décliner en plusieurs formats. C'est une industrie qui fait presque 228 milliards de dollars à travers le monde. Le sponsoring fait presque 290 milliards de dollars par an. Et c'est les droits audiovisuels. Et là, c'est vraiment le jackpot. Parce qu'aujourd'hui, 65 à 75% des revenus du sport proviennent des droits audiovisuels. Donc que ce soit le CIO, le Comité international olympique, la FIFA, la Fédération internationale d'athlétisme, de basketball, que ce soit la NBA, que ce soit la Formule 1, 75% des revenus viennent des droits audiovisuels, c'est-à-dire les télévisions. Et ce sont des droits qui sont scindés en plusieurs catégories. On a constaté aujourd'hui, comme vous l'avez dit, que les droits, il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup d'argent dans le sport, surtout les droits télévisuels. Mais on a l'impression que les droits ont évolué un peu. Avant, il n'y avait pas d'exclusivité. Avant, dans un même pays, plusieurs télévisions pouvaient aller en compétition, avoir des droits diffusés. Cette année, on a l'impression que c'est des droits exclusifs. Donc c'est une chaîne qui peut diffuser et aucune autre chaîne ne peut le faire. Bon, en fait, ça dépend des conditions ou du cahier des charges qui ont été édictés par le détenteur des droits. C'est-à-dire dans ce cas précis, par exemple, pour le football, c'est la FIFA. Donc la FIFA est l'instance faîtière qui contrôle la Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde junior, la Coupe du Monde féminine, donc la Coupe du Monde U17, U20. Donc sur certains territoires, elle vend directement. La FIFA a un département de marketing qui est basé à Zouk, donc contrôlé par des anciens collègues de ISL que je connais bien, parce que j'ai fait presque 6 ans là-bas pour apprendre le métier, entre 90 et 96. Mais la FIFA a décidé maintenant d'octroyer les droits à travers des agences ou bien à travers un broker. Et c'est le cas précis au Sénégal, par exemple. Je pense que dans le cas précis, il y a eu une volonté de faire un appel d'offres pour un groupe de pays francophones. Donc la FIFA, pour l'Afrique du Sud, elle négocie directement. Elle négocie avec Mnet Supersport, qui est la chaîne. Donc il n'y a pas d'intermédiaire. Mais dès l'instant qu'il y a un intermédiaire, il y a souvent cette bataille entre les différents droits. Mais la FIFA peut déterminer les conditions d'attribution. Elle peut dire, pour les territoires hertziens, tout ce qui est terrestriel, rights, je donne ça à une chaîne publique. Pour tout ce qui est câble et satellite, je donne ça à des chaînes privées. Pour tout ce qui est news streaming, je conserve ça parce que j'ai ma propre chaîne YouTube. Maintenant, pour tout ce qui est news item, c'est ouvert à tout le monde. Chacun achète des extraits de 3 à 5 minutes pour montrer sur son journal télévisé. Bon, il y a aussi la possibilité de faire des émissions hebdomadaires pour faire, ou bien même journalières, un résumé. Que ce soit le CIO, que ce soit la FIFA, c'est comme ça qu'ils travaillent. Maintenant, je ne sais pas dans le cas précis quelles ont été les conditions d'attribution à cette chaîne togolaise qui s'appelle New World TV. Mais si vous m'en expliquez, je peux vous donner la raison pour laquelle il y a cette bataille. Pourquoi aujourd'hui en Afrique du Sud, la FIFA négocie directement avec la chaîne privée, alors que dans d'autres pays africains, c'est autrement fait? Non, mais c'est justement une injustice. Certains pays africains ont été sélectionnés parce qu'ils ont un fort potentiel économique. L'Afrique du Sud est le plus gros marché du sponsoring et de la télévision en Afrique.
L'Égypte est un très gros marché. Le Kenya aussi est un très gros marché. Le Nigeria est un très gros marché. Donc, ils ont pris 5 ou 6 marchés. Ils négocient directement à partir de Zurich. Mais maintenant, pour ce qui concerne les pays francophones, je pense que dans le passé, contrairement à ce qu'on vous a dit, ils négociaient avec l'Union des radios de télévision nationale d'Afrique, URTNA. Donc, qui est devenu UAR après. Qui est devenu UAR. Donc, en 2018, ils ont négocié avec l'UAR. L'UAR fait une syndication de toutes les télévisions publiques. Elle demande à chaque télévision de cotiser en fonction de sa taille économique et elle verse à la FIFA. Ils ont un plateau, ils ont des commentateurs qu'ils envoient à la Coupe du Monde et ils prennent le signal, ils distribuent ça à différentes télévisions africaines. Bon, maintenant, ce modèle économique a expiré. La FIFA a dit maintenant, non, je vais vendre un pool de pays à une seule entité. Ça paraît très étrange. Et je pense que c'est le cas de figure que nous avons actuellement. Oui, parce que beaucoup de questions sont posées dans certains journaux. Les gens se demandent, New World, la télévision qui a racheté les droits dans l'espace francophone, comment se fait qu'une télévision qui vient de naître, qui a 150 000 abonnés, puisse arracher ce marché au niveau de la FIFA pour la distribution des droits? Mais tout à fait. Même nous qui sommes professionnels, nous n'avons pas compris. On avait compris qu'ils donnent ça à Mnet Super Sport exclusivement et que Mnet fasse un accord avec beaucoup de chaînes africaines. Je peux le comprendre parce que Mnet est dans le paysage sportif, a été détenteur de la CAF, de la CAN, de la Ligue des Champions, de la Premier League. Mais ils ont donné ça à un nouveau venu. Et ça, personne ne l'a compris, d'autant plus qu'il y a même des suspicions de compromission parce que cette chaîne a emprunté de l'argent à Ecobank et Ecobank est allé demander une garantie d'assurance par une société contrôlée par, dont M. Patrice Motsepe est actionnaire, la Sanlam, qui est la compagnie nationale sud-africaine. C'est elle qui a garanti le prêt de New World auprès de Ecobank. Bon, donc, Motsepe, ce n'est pas n'importe qui, c'est le président de la CAF et le vice-président de la FIFA. Donc, on n'a pas compris. Ça, personnellement, je n'ai pas compris cette stratégie de la FIFA. Ça crée beaucoup plus de problèmes que ça n'a résolu. Et aujourd'hui, je pense que c'est un imbroglio juridique sur lequel je pense qu'une solution doit être trouvée rapidement. Les questions sont posées. Même Canal, qui était très puissant en Afrique cette année, ne pourra pas diffuser la Coupe du Monde. Mais tout à fait, Canal+, beIN Sport, était candidat pour cet appel d'offres Star Times, c'est les Chinois, qui ont une capacité financière extraordinaire et qui cherchent à pénétrer le marché du football africain. Ils ont été candidats pour la Ligue professionnelle sénégalaise, sur un contrat de 10 ans. Toutes ces sociétés étaient vraiment intéressées pour prendre les droits. Eh bien, on donnait ça à New World TV. Pour quelle raison? Et je pense que la FIFA peut répondre de ça. Oui, est-ce que les gens légitimement ne peuvent pas se poser des questions? Comment se fait-il que le président de la CAF, que sa société à lui, garantisse un prêt pour une chaîne de télévision qui vend des droits? Est-ce que les gens ne peuvent pas penser qu'il y a des collisions? Mais aujourd'hui, on est amené à faire ça. Je ne veux pas trop m'avancer parce que bon, Motsepe a été pendant des années président du conseil d'administration de Sanlam. Mais que Sanlam s'invite dans ce truc-là, ça paraît. Mais Sanlam est une grosse compagnie africaine. Maintenant, ils ont racheté Saham au Maroc. Ils ont une stratégie continentale. Peut-être qu'ils sont présents au Togo, je n'en sais rien. Mais ce qui est tout à fait suspicieux, c'est que au moment de lever des fonds pour payer à la FIFA 15 millions d'euros, donc New World TV a dû s'endetter auprès de Ecobank, qui est une banque basée au Togo, mais que la garantie vienne, pas d'une compagnie basée en Afrique de l'Ouest, d'un pays francophone, mais que ça vienne d'Afrique du Sud. Forcément, on est amené à être suspicieux par rapport à cette implication. Ouais. Ici, les différends qui opposent la chaîne ITV, un média, à New World avec la RTS, il y a eu des appels d'offres qui ont été faits. La chaîne ITV a gagné 2 fois les appels d'offres. Ils étaient en train de payer l'argent qu'on devait à New World. Mais il y a eu entre-temps la RTS qui était éliminée et revenue dans le jeu, a court-circuité ITV pour acheter les droits à pratiquement plus cher que ce qui était proposé avant. La chaîne New World avait proposé près de 730 millions de francs CFA à ITV. La RTS a payé 900 quelques millions. Les gens se posent des questions. Cet argent, les 300 millions de plus, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je pense que tout dépend de ce que vos avocats ont retenu sur le contrat. Moi, quand il y a des cas comme ça, tout ce que je regarde, c'est la clause de résiliation. Nous qui faisons des contrats de sponsoring de la télévision, dans la clause de résiliation, il y a d'abord des termes de résiliation, il y a des points de résiliation. Et s'il y a un problème de délai de paiement, il est
inscrit dans le contrat, soit 15 jours, ou 30 jours, ou 60 jours. Ça tout dépend de ce que vous aviez négocié. Moi, je pense que vos avocats, en lisant cette clause de résiliation, et aussi, est-ce qu'il y a une notification qui a été faite par New World TV auprès de ITV, en leur disant, vous n'avez pas payé à temps, nous vous donnons 15 jours, ou nous donnons une semaine, nous vous donnons 48 heures. S'il n'y a pas cette notification, eh bien, votre contrat est toujours valable pour moi, en tant que spécialiste du droit marketing. Maître Moussa Sarr, l'avocat du groupe E-Média, a dit qu'il n'a jamais reçu une notification montrant que le contrat a été résilié. Qu'au moment où la RTS et New World négociaient, le contrat de E-Média était valable. Ah mais tout à fait. Moi, dès que j'ai entendu ça dans la presse, je me suis interrogé sur ça déjà et on m'a informé qu'il n'y avait pas de notification. Donc, tant que tu ne notifies pas la résiliation d'un contrat, ce contrat est toujours valable jusqu'à ce que les deux parties conviennent, soit d'une solution à l'amiable ou bien d'une voie juridique, par des tribunaux compétents, ça dépend de ce qu'on appelle la governing law du contrat, le droit applicable. Et à ce moment-là, je pense que vos avocats doivent poursuivre New World TV pour, comment on appelle ça, abrogation d'un contrat sans pour autant avoir notifié la partie concernée. Et El Hadj Ndiaye, le président de TDS, Télédiffusion du Sénégal, a sorti un décret en disant que depuis janvier 2022, qu'un décret a été signé où toutes les prérogatives de signature de contrats de transmission et de retransmission ont été transférées au niveau de TDS. Que la RTS est juste maintenant un diffuseur. Que le décret a été violé parce que c'est TDS qui devait signer les contrats avec New World. Ah mais ça, c'est un nouveau développement, je ne savais pas ça. Tout dépend. C'est pour ça, moi, je suis d'accord pour qu'on légifère sur ces droits de télévision une bonne fois pour toutes. Parce que le gouvernement, l'État, à travers le Parlement, doit encourager une équité audiovisuelle et être à équidistance. Parce que l'audiovisuel, d'un côté, peut bénéficier au sport. Aujourd'hui, moi, j'appelle à ce qu'on étende la plateforme audiovisuelle. Là où on a un espace limité sur la RTS, en terrestriel, qu'on fasse en câble et satellite avec la TNT, avec les autres télévisions, qu'on augmente les heures de diffusion du mondial. À ce moment-là, le football en bénéficie, il y a beaucoup plus de visibilité. L'équipe nationale du Sénégal en bénéficie pour ses sponsors et ses partenaires commerciaux, mais aussi le football local va en bénéficier. Donc moi je pense qu'il faut légiférer. Au niveau de l'Afrique du Sud, il y a une institution qui s'appelle ICASA, qui a une commission indépendante qui a fait un travail, qui a déposé au niveau du Parlement pour demander à ce que, pour les droits sportifs, on classifie les événements en fonction de leur importance. Donc il y a classe 1, tout ce qui est Jeux olympiques, Coupe du monde de football, champion du monde d'athlétisme, donc ça doit être partagé de manière équitable pour que tout le monde s'y retrouve. Parce que ce sont 64 matchs de télévision. Comme on dit en Wolof. Donc moi je pense qu'il faut arriver à ça. Je n'ai pas encore lu ce décret, je n'ai pas encore lu le communiqué là, de manière précise, mais si j'en avais les éléments, je peux comprendre que l'État du Sénégal a pris les devants pour régler ce problème-là. Au-delà de la polémique par rapport à la Coupe du Monde, on va dans 2 mois, au mois de novembre, aller faire la Coupe du Monde. Le Sénégal s'est qualifié brillamment champion d'Afrique, l'équipe est revenue, mais on n'a pas senti derrière l'équipe nationale du Sénégal tout un programme qui a été mis en place pour mieux vendre le sport, pour mieux créer une économie dans le sport. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Moi je pense que c'est la fédération de se réveiller, parce qu'ils sont qualifiés depuis longtemps maintenant. Maintenant il faut qu'ils mettent en place une campagne de galvanisation, de vulgarisation de la Coupe du Monde. Bon, je pense que Samuel Eto'o est passé il n'y a pas longtemps, c'est un bon signe. Mais aussi, le programme des matchs amicaux vient d'être calé pour septembre. Donc moi, je pense qu'ils ont 3 mois pour se réveiller, pour faire un travail, mais vraiment de galvanisation. Parce qu'on a besoin du soutien moral de toute la nation sénégalaise. On a besoin aussi du soutien de partenaires commerciaux. Et je pense qu'ils en ont déjà 13 actuellement. Donc à chacun de ces partenaires, ils doivent s'asseoir et faire une stratégie de promotion. Il y a la Coupe du Monde qui doit venir le 6 ou le 7 septembre au Sénégal. J'espère que cette fois-ci, on n'en fera pas juste devant la présidence comme ça en catimini. Il faudra en faire une grosse fête autour, surtout quand ils ont un très gros sponsor qui est derrière cette aventure, en Coca-Cola, je m'excuse de la publicité. Mais c'est un très gros sponsor qui s'est activé. Aujourd'hui, quand tu signes un contrat de sponsoring, il faut savoir l'activer. Et ça, c'est le travail de professionnel, ce n'est pas le travail de fédéraux.
Ce n'est pas le travail de gens du ministère. Il faut qu'ils s'approchent d'agences de publicité en disant, écoutez, mettez-nous en place une stratégie de promotion de la Coupe du Monde en format composite avec tous nos sponsors, ou bien faisons des programmes personnalisés. Il faudra que les maillots aussi de l'équipe nationale, les produits dérivés, soient présents sur le marché. C'est introuvable au Sénégal. C'est introuvable. Il n'y a que les faux qu'on trouve ici, fabriqués en Chine, malheureusement, à la sauvette. mais aussi, il faut faire de la communication autour des matchs amicaux. Comme ça, les Sénégalais qui peuvent se déplacer parce que ce sera en Autriche, ils puissent aller en Autriche pour supporter, mais surtout au Qatar, aussi en direction du Qatar, qu'on sente que les Sénégalais, mais vraiment, sont en communion avec l'équipe. Moi, c'est tout ce que je leur demande. Et je pense qu'en s'approchant d'agences de publicité experts ou d'agences de marketing, ils peuvent faire ce travail de galvanisation, de vulgarisation, mais aussi de sensibilisation pour que les 23 joueurs ou les 28 qui sont sélectionnés sentent qu'au moins les 17 millions de Sénégalais sont derrière eux. Mais vous avez de grosses espérances par rapport justement à ce marketing. Est-ce que la fédération s'est rapprochée de vous pour voir comment travailler avec elle, pour l'aider à mettre en place ce plan, ne serait-ce sur le plan interne? Non, moi j'ai participé à beaucoup de travaux ou de séminaires pour leur donner mon point de vue. Je pense qu'ils ont mes idées et tout, mais c'est à eux d'appliquer. Je ne les ai pas encore vus pour m'asseoir. Notre expérience de 2002, on avait créé un slogan qui disait « Y croire, c'est gagner ». Et on a fait une campagne autour. À l'époque, au sein de la fédération, il y avait quelqu'un de très aguerri, Cheikh Tidiane Fall, qui est ancien journaliste au Soleil, qui nous avait accompagnés, qui était responsable de la communication de la fédération, mais on avait travaillé ensemble sur une stratégie. Mais je pense que Cheikh Tidiane est toujours vivant et qu'ils peuvent aussi se rapprocher au niveau fédéral et demander des conseils à Cheikh Tidiane Fall. Moi, je suis tout à fait ouvert à leur donner des conseils sur cette campagne de sensibilisation, de galvanisation. Oui, parce que beaucoup estiment que cette Coupe du Monde-là est très importante pour le Sénégal. On est champion d'Afrique, elle se joue au Qatar, qui a un climat pratiquement qui ressemble au climat en Afrique, il fait très chaud, que les joueurs africains peuvent être beaucoup plus adaptés que les joueurs internationaux, que ça peut être, comme l'a dit Samuel Eto'o, le bon moment pour que l'Afrique remporte la coupe du Monde. Mais comme j'aime bien l'expression de Samuel Eto'o, the sky is the limit. En matière de sport, il n'y a pas de petite équipe. Le Sénégal est un pays qui est très craint à ce mondial-là, parce qu'on a des joueurs de dimension mondiale, on a le statut de champion d'Afrique. Aujourd'hui, avec cette victoire qu'on a eue le 6 février 2022 au Cameroun, jusqu'à la prochaine CAN, le Sénégal va surfer sur une vague ascendante. Donc c'est le moment de vendre tout l'écosystème du football. Pas seulement l'équipe nationale. Moi, j'avais parlé lors d'un séminaire d'une mutualisation des droits commerciaux et des droits audiovisuels que la fédération, pour les Lions, mais aussi pour la Ligue de football professionnel, la Ligue de football amateur, l'ONCAV, les Navetan, le football féminin, tout ce qui est les catégories jeunes, qu'on vende le tout ensemble, que ce soit un one-stop shop et qu'on puisse créer un écosystème du football, s'asseoir avec les médias, justement ce problème de droit d'audiovisuel pourra être réglé. On pourra définir des lots en disant tu prends tant de matchs de l'équipe nationale, tu prends tant de matchs de la Ligue professionnelle, la Ligue de football amateur, la finale ONCAV, et qu'on fasse un package global qui fasse que quand tu deviens sponsor de la fédération, tu deviens sponsor de tous les démembrements de football. Ça va bénéficier aux médias. Automatiquement, au lieu de montrer juste 36 heures ou 86 heures de football, vous allez vous retrouver avec peut-être 400 heures de football. Comme là, il y a eu la lutte. La lutte a bien marché au Sénégal parce que la lutte pouvait se permettre de faire un direct de 3 heures de l'après-midi jusqu'à 19 heures ou 20 heures. Mais tous les sponsors vont sauter là-dessus parce qu'ils attendent cette visibilité. Aujourd'hui, on n'a pas au football. Le football vit en catimini. C'est ça que je déplore. Donc, ça frappe beaucoup les Sénégalais parce qu'on se dit que le Sénégal devient champion d'Afrique avec une équipe extraordinaire qui a séduit. Quand l'équipe est rentrée, on a vu l'engouement énorme. C'est pratiquement 17 millions de Sénégalais pendant de 14 heures jusqu'à 23 heures de minuit. Tout le monde est dehors, les gens fêtaient. Mais qu'on soit incapable de récupérer cet engouement-là, cette joie des Sénégalais d'en faire un truc économique, booster le football, ça c'est quand même déplorable. Mais moi je pense qu'il y a un conseil des ministres où le président de la République a donné des instructions en disant transformons en retombées économiques ce qui vient de se passer. Et je pense qu'il avait donné des orientations au ministre des Sports de faire des réflexions avec la fédération dans ce sens. Je ne sais pas s'ils ont fait un document ou pas, mais dans l'exécution de certaines tâches, ils n'ont qu'à faire appel à des professionnels qui en feront leur job de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'ils ont d'autres priorités, ils ont d'autres sports à gérer, ils ont
un calendrier international avec des réunions au comité exécutif de la CAF, de la FIFA et tout ça. Donc je pense qu'ils n'ont pas le temps matériel et certains ont aussi d'autres fonctions à titre privé. Donc moi je pense qu'ils doivent faire appel à des professionnels et on a septembre, octobre, novembre jusqu'en décembre, je pense qu'on a 3 mois et demi, mais pour vraiment bien créer un écosystème dans l'audiovisuel au niveau des villes, au niveau des collectivités territoriales, au niveau d'une mobilisation mais citoyenne, afin que la Coupe du Monde, on se l'approprie et qu'on fasse tout pour la gagner. Parce qu'on y croit. On a une très bonne équipe, elle est très vendable. Maintenant, il faut maximiser un retour sur investissement. Vous pensez que d'ici les 3 mois avant la Coupe du Monde, on peut faire quelque chose d'important, d'engouement, que tous les Sénégalais soient focus sur la Coupe du Monde? Tout à fait, absolument. Tu sais, en Afrique, on est spécialiste des coups de dernière minute. On ne planifie pas sur 6 mois ou sur 9 mois. En Afrique, on fait des, comme on dit en Wolof, tafiengel, des trucs comme ça. Mais bon, écoute, 3 mois et demi, c'est assez large pour vraiment créer un très bon écosystème. Mais surtout, il faut s'asseoir avec les médias, avec vous. Il faut s'asseoir, il faut créer un partenariat fécond, pérenne, mais aussi sur le long terme où chacun bénéficie, que ce soit un win-win au niveau des médias, au niveau des instances sportives internationales et que la FIFA clarifie le jeu. Qu'ils ne vendent pas comme ils l'ont fait pour cette histoire de droit de télévision. En catimini, à un groupe privé, ils devaient consulter les pays qualifiés. Ils sont 5 sur 54 pays africains. On pouvait les convoquer à Zurich, on leur dit écoutez, on doit vendre les droits. Comment faire pour que cette Coupe du Monde soit plus visible? La fédération, ces 5 fédérations auraient conseillé à la FIFA quelle était la meilleure approche. Mais ils n'ont pas été consultés. On a l'impression que tout remonte à Zurich, les gens décident sans connaître les réalités du marché. Alors parce que l'impression qu'ont les gens, c'est que la FIFA décide elle seule, fait ce qu'elle veut, au-dessus même des États. Mais la FIFA, aujourd'hui, est une instance supranationale. Ça, c'est un fait. J'ai bien aimé ce que disait l'émir du Qatar à l'époque quand il faisait que son fils devienne membre du CIO. Il a dit qu'il faut rentrer au CIO parce que les décisions du CIO sont à effet immédiat, sont appliquées. Alors que les décisions du Conseil de sécurité peuvent attendre 15 ans ou 20 ans avant d'être appliquées. Donc ces instances ont ce pouvoir parce que c'est toi qui as choisi de t'affilier à eux. Il faut subir leurs règles, mais il faut aussi se concerter. Par exemple, je n'ai pas aimé la manière dont ils ont centralisé les droits commerciaux en disant que pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde, c'est la FIFA qui vend pour tout le monde. Tous les pays africains. Les gens ont signé, les yeux fermés pour 8 ans. Alors que s'ils avaient dit, écoute, on peut vous donner ça pour 4 ans, on essaie. Si ça marche bien, on va reconduire pour 4 ans. Parce qu'entre 2026 et 2022 et 2026, la Coupe du Monde va aller dans un marché très prolifique, c'est les États-Unis. C'est le plus gros marché du monde. Donc les droits qu'on nous paye, si on nous paye 4 ou 5 millions de dollars par fédération, ça va coûter 13 ou 15 millions de dollars. À ce moment, on ne peut pas conserver le même rights fee que pour 2018-2022. Donc moi je pense qu'ils ont besoin de se concerter avec les pays qualifiés ou demander à des experts africains, parce qu'on n'en manque pas. En Afrique du Sud, il y en a beaucoup. Au Maroc, j'ai un de mes collègues, Idriss Aki, qui est très versé à ces histoires de droits de télévision, comme moi, qui a une expérience de plus de 20 ans. Donc moi, je pense qu'on peut leur donner des conseils en disant, pour le marché africain, donner une partie à ça, une partie là, tout le monde s'y retrouve, ça crée une plateforme beaucoup plus élargie et que chacun vraiment célèbre la fête. Parce que c'est la fête du football mondial. Votre société, Padmouzi, était connue comme une société très grande de ce point de vue marketing qui s'est imposée sur le marché africain et le marché mondial. Aujourd'hui, vu votre situation, est-ce que vous arrivez un peu à travailler? Comment vous travaillez? Mais actuellement, j'ai pris volontairement une pause parce que je n'ai pas vraiment apprécié cette campagne nauséabonde qu'ils ont menée contre mon père, avec qui j'ai collaboré pendant 8 ans. Vraiment, je n'ai pas apprécié parce que moi, je suis venu pour appuyer l'athlétisme. Mon domaine d'excellence, c'est le football. Tout le monde m'a connu sur le football. J'ai accompagné l'Afrique du Sud, j'ai accompagné le Nigeria, j'ai accompagné le Togo, j'ai accompagné le Sénégal. Donc j'ai un vécu. Donc il y a des pays maintenant qui me consultent directement. L'Éthiopie, ils sont venus me voir à la maison, on a travaillé. Je leur ai montré comment vendre leur ligue, comment vendre les droits de télévision. Ils sont allés appliquer ça. Ils ont un gros contrat avec Canal+ maintenant. Ils ont des sponsors. Chaque fédération, chaque club gagne 100 millions. Donc je fais des consultants. Mais ici au Sénégal, au Sénégal, non. Au Sénégal, on n'a pratiquement plus d'activités. On a gelé toutes les activités en attendant que cette enquête pénale soit terminée. Et à ce moment-là, mais rien n'empêche de travailler. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont une instruction judiciaire sur eux, mais ça ne les empêche pas de que le président Sarkozy a 5 ou 6
instruction judiciaire sur lui, ça n'empêche pas d'être membre du conseil d'administration, d'accord, et de voyager comme il veut pour faire ses accords. Donc, ici, on vous empêche de travailler? Non, on ne m'empêche pas de travailler. C'est moi qui volontairement dit j'arrête, mais je pense qu'il y a cette perception en disant que non, on ne peut pas signer avec lui parce qu'il y a une instruction pénale, bon, ce qui est absolument faux. Ma tête est toujours là, je ne suis pas sénile, je peux donner le vécu qu'on a eu en 2002, mais on peut le partager, on peut s'asseoir sur ça. Il suffit d'une demi-journée pour que je leur dise, voici ce que nous avons fait en 2001-2002, entre septembre 2001 et juillet 2002, mais on a mobilisé presque 2 milliards 100 millions de francs CFA pour le football sénégalais. Et ça nous a permis... Parce qu'on est frappé aujourd'hui qu'en Afrique, que des joueurs sénégalais aillent jouer dans des championnats africains et que les championnats soient un engouement extraordinaire en Tanzanie, en Afrique centrale, et qu'au Sénégal, le championnat ressemble à un championnat moribond. Parce que la fédération n'a pas pris en charge. Moi, je dis tout le temps, c'est à la fédération de prendre en charge. On ne peut pas dire à la Ligue, vous êtes autonome. Il y a une instance faîtière du football, elle a mutualisé tous ses droits. Et on s'en occupait comme son bébé. Parce que si quelque chose touche la Ligue professionnelle de football ou la Ligue de football amateur, tous ces joueurs qui vont à l'étranger, mais ils passent par des clubs sénégalais. Ce sont ces clubs-là qui forment. Aujourd'hui, l'écosystème du Sénégal, c'est Diambar, c'est Génération Foot, c'est l'académie Aspire, c'est les académies au niveau du Sénégal. Donc, ce sont des clubs aussi. Aujourd'hui, ces clubs doivent être renforcés pour avoir des académies aussi, que ce soit Tenguej FC, que ce soit Guédiawaye Football Club, AS Pikine. Beaucoup de clubs ont mais vraiment une très bonne politique de développement, le Casa Sport. Donc, on doit mais vraiment créer un écosystème, mais géré par la fédération. La fédération, d'autant plus que le président de la Ligue professionnelle est vice-président de la fédération, premier vice-président de la fédération. Donc, moi, je pense qu'ils doivent travailler ensemble. Comme ils se préoccupent des Lions du Sénégal, de l'équipe A, de faire le même effort pour la Ligue de football amateur, la Ligue de professionnelle, et que, comme on dit en anglais, let's pull it together. Et travaillons ensemble, c'est tout ce qu'ils ont besoin de faire pour que le football bénéficie des retombées. Massata Diack, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau d'ITV à Question Directe. Je rappelle que vous êtes le directeur de Padmouzi, vous êtes agent marketing, spécialiste en football, vous avez une expérience énorme dans le football sénégalais, que nous parlons avec des droits TV du football et de pas compris général du sport et surtout du marketing. L'équipe nationale du Sénégal va dans 3 mois à la Coupe du Monde. Vous l'avez dit dans cet entretien qu'il faudrait qu'une organisation soit mise en place pour que tous les Sénégalais puissent accompagner les Lions pour Qatar 2022. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.